Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Naissance d'un artiste. Édouard Desplechin est donc né le 12 avril 1802 à Lille. Nous écrivons Desplechin, sans accent aigu sur le deuxième C, contrairement à un usage qui s'est répandu de son vivant même, dans la presse et la littérature. Cet usage provient probablement de la façon dont les musiciens allemands, qui étaient alors très répandus à Paris dans le monde de l'opéra, Meyerbeer, Offenbach et bien d'autres, prononçaient son nom. Dans la famille, on le prononçait au contraire en appuyant sur ce E, comme si on avait dû écrire Desplechin. Nous nous conformerons ici à l'usage familial et laisserons donc tomber cet accent qui, phonétiquement, nous paraît plus germanique que lillois. Ni les parents d'Édouard, ni, à notre connaissance, personne dans la famille, n'avait jamais eu de vocation artistique avant lui. Du côté paternel, on avait habité Lille de père en fils et on se livrait à des activités plus prosaïques. Le grand-père paternel d'Édouard était cuisinier et son père, Jean-Baptiste Alexandre, négociant en produits de tannerie. Celui-ci s'était marié à 20 ans avec une jeune fille de son âge, Henriette Lemaire, qui était originaire des environs de Lille. Le jeune couple avait un peu trop vite donné naissance à un premier enfant, un garçon, qu'ils avaient prénommé Alexandre Henri Joseph. Édouard, lui, reçut comme deuxième et troisième prénom ceux de Désiré Joseph. Le choix du second prénom était-il un clin d'œil ? On peut le supposer, puisque la naissance de l'aîné était apparemment venue sans avoir été désirée. Mais restons en là. De toute façon, ce n'était pas le genre de question que notre grand-mère abordait avec ses petits-enfants. Les deux frères, qui n'avaient que 2 ans d'écart, s'élevèrent ensemble. Par la suite, ils devaient toujours rester très attachés l'un à l'autre. Le destin les sépara pourtant très tôt, et pour longtemps. La séparation commença dès 1814. Alexandre, bien qu'encore presque imberbe, fut cette année-là pris dans les contingents de conscrits que la Grande Armée appelait en masse, à un âge de plus en plus tendre, pour reconstituer ses effectifs décimés par les dernières et désastreuses guerres de Napoléon Ier. On les a appelés les Marie-Louise. Il fut de ceux qui échappèrent à l'hécatombe. Quand, sous la Restauration, il fut rendu à la vie civile, il se réinstalla à Lille pour se consacrer à la même activité que son père. Entre-temps, Édouard, qui s'était pris très tôt de passion pour le dessin, était lui parti pour Paris afin de suivre les cours de l'école des beaux-arts. À vrai dire, il dessinait tout le temps, principalement à l'extérieur, car le spectacle de la nature lui procurait un bonheur sans cesse renouvelé. Il dira un jour à sa fille Louise, qui lui avait demandé comment on apprenait à dessiner, que c'était tout simple. Il suffisait d'observer la nature, et de reproduire sur une feuille blanche ce qu'on voyait. Ce qu'il ne lui avait pas dit, c'est qu'il avait approfondi toutes les règles fondamentales du dessin et qu'il s'était tout spécialement intéressé à l'œuvre de Piranèse, l'architecte et dessinateur italien du XVIIIe siècle qui avait été le plus grand virtuose de la perspective. Il était sorti de ses années aux Beaux-Arts avec une mention pour le dessin et en plus, un diplôme d'architecte. Dans les années 1860, Alexandre, qui s'était retiré des affaires, décida de quitter Lille pour s'installer à son tour à Paris, afin d'aider son frère dans la gestion de son atelier de décoration. Il avait une grande admiration pour son cadet et il terminait ses lettres, d'une écriture qui ressemblait à s'y méprendre à celle d'Édouard, en signant non sans quelque fierté, Desplechin aîné. Alexandre et Édouard perdirent leur père assez tôt dans leur vie. Devenue veuve, leur mère demeura à Lille avec Alexandre, mais elle se rendait de temps à autre à Paris pour rendre visite à son second fils ainsi que après son mariage, à sa femme et à ses petits-enfants. Les visites de maman Desplechin, comme on l'appelait dans la famille, ne manquaient pas de pittoresques. Elle avait des manières provinciales, dont en particulier l'habitude de priser, ce dont sa petite-fille souriait encore 70 ans après sa disparition. Chez les Desplechin, on n'imaginait pas qu'une vocation d'artiste puisse dispenser quiconque de l'obligation de gagner sa vie. À sa sortie des Beaux-Arts, il ne fut donc pas question pour Édouard de se laisser aller à ce qu'on appelait déjà à l'époque la vie de bohème. Il alla proposer ses services comme petite main, mais une main habile à manier crayon et pinceau, à l'atelier du décorateur de théâtre Lefebvre. Celui-ci avait besoin d'aide, car il était submergé par une avalanche de commandes passées par son principal client, le théâtre de la Porte Saint-Martin. À l'atelier Lefebvre, le travail était plutôt distrayant.
La Porte Saint-Martin était en effet spécialisée dans les mélodrames à grand spectacle. Un machiniste anglais, du nom de Tomkins, y régnait en maître sur les mises en scène qu'il agrémentait de trucs de son invention. C'est ainsi qu'on nommait en ce temps-là ce qu'on appellerait aujourd'hui les effets spéciaux. On disait que ces spectacles appartenaient au genre merveilleux, ce qui n'était pas tout à fait l'expression appropriée, étant donné qu'ils se terminaient en général par des cataclysmes épouvantables, tous parfaitement simulés, comme des incendies, des inondations, des explosions et des éboulements. Ces spectacles attiraient un public populaire qui n'était certes pas très relevé, mais présentait l'avantage de se renouveler sans cesse. La Porte Saint-Martin donnait également en alternance des spectacles de ballet, ce qui amenait Édouard à travailler aussi sur des décors plus raffinés. Mais l'atelier n'en était pas pour autant plus prestigieux, car en faisant ainsi des incursions dans le domaine de la danse, le théâtre de la Porte Saint-Martin s'attirait les foudres de l'Opéra de Paris, qui considérait la danse comme étant un de ses domaines réservés au même titre que le chant. Bref, on ne s'ennuyait pas chez le père Lefebvre, comme l'appelaient ses jeunes assistants, mais on n'y acquérait pas des références de très haut niveau. Édouard, qui retrouvait là d'autres jeunes peintres de son âge, s'était en particulier lié avec un d'entre eux, Charles Séchant. En 1827, les deux amis, soucieux de leur avenir, décidèrent de présenter leur candidature à des postes de peintres assistants dans l'atelier prestigieux de Pierre, Luc, Charles Cicéry. Ils avaient déjà assez de métiers pour intéresser le grand Chichery, comme certains appelaient encore ce décorateur venu d'Italie qui monopolisait le décor d'opéra en France, et ils furent, l'un et l'autre, admis dans son atelier. C'est ainsi que tout naturellement se dessina la carrière d'Édouard. Il sera décorateur d'opéra. Tout jeune homme, il n'avait que 25 ans, le voici donc intégré dans le monde du spectacle, ce milieu plein de talent et dévoreur de temps, qui travaille avec passion pour fournir au public la part de rêve et de beauté qu'il vient chercher au théâtre et qui, pendant quelques heures, le tiendra en haleine, et le fera finalement applaudir à tout rompre quand le rideau tombera. Édouard consacrera toute sa vie à cette passion et à ce monde, mais en sachant préserver son jardin secret, celui que plus tard il se constituera en se mariant et qu'il partagera avec sa femme et leurs 3 enfants. Chapitre 2. Avec Cicéry, au menu plaisir. En entrant dans l'atelier de Charles Cicéry, Édouard accède à un tout autre niveau dans l'art de la décoration théâtrale, le plus élevé, puisqu'il va travailler pour l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris. Nous sommes alors sous la Restauration. Le pouvoir royal a été rétabli depuis 12 ans et il y a 3 ans que le dernier frère du malheureux Louis XVI, le comte d'Artois, a succédé à son autre frère, Louis XVIII, sous le nom de Charles X. Comme sous l'Ancien Régime et le Premier Empire, l'opéra est placé directement sous l'autorité du souverain lui-même. À la Révolution, le maire de Paris l'avait confié à une communauté des artistes associés, mais Bonaparte, devenu Napoléon Ier, avait rapidement mis fin à cette organisation qui était une source de conflits internes contre-productifs, et rétablit celle qui avait été conçue par les 2 illustres fondateurs de l'opéra en France, Louis XIV et son musicien favori, Lully. Comme sous l'Ancien Régime et sous l'Empire, l'Académie de musique détient le monopole de la représentation à Paris, de toute œuvre lyrique entièrement chantée, et les autres théâtres ne sont autorisés à fonctionner qu'à la condition de lui verser une redevance. C'est donc une institution prestigieuse, pourvue de gros moyens financiers. Parallèlement à cet ancêtre de notre opéra actuel, il existe aussi celui de l'opéra comique. Les 2 théâtres sont placés directement sous l'autorité du roi, qui en confie la gestion à un personnage faisant partie de sa maison et ayant toute sa confiance, l'intendant des menus plaisirs. Ce titre, qui fleure l'Ancien Régime, tient au fait que ce personnage a pour principale mission d'organiser les festivités et les cérémonies royales, appelées depuis des siècles les menus plaisirs. C'est en quelque sorte par surcroît qu'il a, au nom du roi, la haute main sur l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris et l'Opéra comique. La décoration des œuvres lyriques jouées à l'opéra fonctionne comme celui-ci à l'abri d'un monopole. Elle est en effet exclusivement confiée à un peintre en chef, qui est également nommé par le roi. Ce poste a changé de titulaire en 1815, dès le début de la Restauration.
Napoléon Ier y avait nommé un de ses peintres préférés, Jean-Baptiste Isabey, qui du coup était étiqueté comme un bonapartiste invétéré. Quand survient la première chute de l'empereur, Isabey part précipitamment pour Vienne pour ne se réinstaller à Paris qu'au début des 100 jours. Louis XVIII n'a évidemment pas apprécié ce comportement et lorsqu'il retrouve son trône au 100e jour, il décide de le congédier, ce qui ne le dissuade toutefois pas de désigner pour le remplacer son gendre, Charles Cicéry, qui, à vrai dire, était déjà peintre de paysages auprès de son beau-père depuis 1805 et y faisait merveille. C'est donc sous la conduite du plus proche élève d'Isabey qu'Édouard va parachever sa formation de décorateur. L'atelier de Cicéry est installé dans ce qu'on appelle l'enceinte des menus plaisirs, qui est situé dans le faubourg Poissonnière et constitue un complexe très important. On y trouve à la fois le magasin des menus plaisirs proprement dit, dans lequel se fabriquent et sont conservées les décorations des fêtes et cérémonies royales, et l'atelier des décors de l'Académie royale de musique. Le conservatoire de musique, qui est la grande école de musique française, est très proche, de sorte que tout le quartier est devenu un vaste foyer de création artistique voué à la musique et aux arts plastiques qui attire de nombreux artistes. C'est dans ce quartier qu'Édouard habitera toute sa vie, avant et après son mariage. L'accès à l'enceinte des menus plaisirs se fait par une porte monumentale, située rue du Faubourg Poissonnière. C'est par cet impressionnant portail que les décors, une fois terminés, sortent de l'atelier pour être acheminés au pas lent des chevaux de trait, vers la salle de spectacle de l'Opéra qui se trouve au début de la Restauration à quelques centaines de mètres de là, rue de Richelieu, en face des locaux actuels de la Bibliothèque nationale. Lorsqu'Édouard commence son travail auprès de Cicéry, cette salle a été fermée à la suite de l'événement tragique qui s'y est déroulé en 1820. Le duc de Berry, le seul fils qui restait au futur Charles X et sur qui reposait donc la dernière chance de survie de la branche aînée des Bourbons, a été blessé mortellement d'un coup de poignard alors qu'il s'apprêtait à assister à la représentation d'un ballet, dont le décor était précisément de Cicéry, le Carnaval de Venise. Louis XVIII, très affecté par ce meurtre abominable, et d'autant plus sinistre qu'on apprit quelques semaines après que la duchesse était enceinte et quelques mois plus tard qu'elle avait accouché d'un garçon, a décidé, en accord avec l'archevêque de Paris, de détruire la salle où il a été perpétré pour y faire construire une chapelle expiatoire. L'opéra a donc été transféré dans une nouvelle salle, rue Le Pelletier. Bien qu'ayant été édifié à la hâte, c'est un bâtiment beaucoup plus vaste que le précédent puisqu'il contient 2500 places au lieu de 1000. Quand on y accède, après avoir franchi les quelques marches qui constituent le socle de l'élégante mais discrète façade de style palladien qui borde l'étroite rue Le Pelletier, on est surpris et impressionné par les dimensions de la salle. À l'intérieur, la visibilité n'est pas partout parfaite, mais l'acoustique est excellente et l'éclairage au gaz, utilisé pour la première fois en 1822 pour Aladdin ou La lampe merveilleuse, y fait effectivement merveille. Toute provisoire qu'elle devait être, cette salle deviendra et restera pendant plus de 50 ans la salle d'opéra la plus prestigieuse d'Europe. C'est là que, pendant toute la carrière d'Édouard, ses décors les plus fameux seront présentés au public. Quelles que soient ses qualités et surtout sa réputation, la salle Le Pelletier n'aura cependant ni la grandeur ni le faste du futur palais Garnier que nous connaissons aujourd'hui. Édouard, qui sera plus tard consulté, à la demande de Napoléon III, par l'architecte Charles Garnier pour l'aménagement de la scène et de la machinerie du nouvel opéra, mourra avant l'achèvement des travaux. L'inauguration du palais Garnier n'aura lieu qu'en 1875, 4 ans après sa mort, et si certains de ces décors y seront effectivement montés, ce ne sera qu'à titre posthume. Sous la Restauration, la conception et la réalisation des décors de l'opéra sont donc, par contrat, assurées exclusivement par Cicéry, assisté d'une équipe de peintres titulaires, dont certains sont spécialisés dans les paysages et d'autres dans les intérieurs. Édouard a justement été remarqué pour la beauté et le charme de ses paysages. Il va donc recevoir rapidement la qualité de peintre titulaire, mais, heureusement pour lui, sans spécialité. Il est à très bonne école auprès du grand Cicéry, dont le talent est exceptionnel et unanimement reconnu. Celui-ci, qui a une vingtaine d'années de plus que ses deux nouveaux élèves, a déjà toute une carrière derrière lui. Il a bénéficié de la fréquentation d'Isabey, son beau-père et prédécesseur,
qui, s'il n'a pas été un très grand décorateur, n'en a pas moins été un des grands peintres de son époque. Isabey, qui vivra encore longtemps et continuera à jouir d'une position de premier plan dans la société parisienne, a conservé, malgré sa disgrâce en tant que peintre en chef de l'Académie de musique, toute son aura. On ne peut douter qu'il ait continué, par l'intermédiaire de son gendre, à s'intéresser aux activités de l'atelier et à toute l'équipe de jeunes peintres qui, tel Edward, s'y perfectionnent dans leur art. L'atelier bénéficie aussi de l'expérience et de la science d'un personnage qui a été un autre assistant d'Isabey et même, pendant une courte période peintre en chef, en binôme avec Cicéry, et qui n'est autre que Louis-Jacques Mandé Daguerre, le futur inventeur du daguerréotype, le premier appareil de photographie. Daguerre, qui est à la fois peintre et physicien, spécialiste de la lumière, a apporté à l'atelier son savoir-faire en matière d'éclairage. Bien qu'il n'y appartienne plus quand Edward y fait son apparition, il garde le contact avec ceux qui travaillent à l'atelier, lesquels recourent parfois à ses conseils pour l'éclairage de leurs décors, une fois qu'ils ont été montés sur la scène de la rue Le Pelletier pour être présentés au public. Dans la poursuite de sa formation, Edward bénéficie donc chez Cicéry d'un environnement particulièrement porteur. De plus, l'atelier n'est pas seulement débordant d'activités. Il est aussi en pleine effervescence artistique, aux avant-postes de la révolution romantique qui se répand à travers toute l'Europe dans l'art lyrique et dans l'art théâtral. Au tout début de la Restauration, l'activité de l'atelier était encore restée entravée par le poids des traditions héritées des 2 siècles passés, qui s'étaient perpétuées sous l'Empire. Ainsi, y avait-on partiellement conservé la pratique du remploi, qui consistait à utiliser des décors passe-partout traînant dans les réserves, que l'on ressortait pour les reprises d'œuvres anciennes et même aussi parfois pour la création d'œuvres nouvelles. Il n'y avait alors pas de mise en scène à proprement parler. Lorsqu'il s'agissait d'une œuvre nouvelle, c'était le compositeur et le librettiste qui surveillaient eux-mêmes les répétitions. Mais quand il s'agissait de reprises d'œuvres anciennes, les interprètes se contentaient de chanter comme ils l'avaient toujours fait, debout et figés face au public, sans se déplacer sur la scène. Ces habitudes n'étaient pas propres à Paris. Elles sévissaient aussi à l'étranger. On en a un témoignage qui nous vient de la bouche même d'un jeune Allemand de 15 ans qui se trouvait à Leipzig en 1827, du nom de Richard Wagner. Le jeune Richard était alors de passage dans cette ville pour rendre visite à une de ses sœurs aînées, qui était cantatrice. Il avait, à cette occasion, vu à l'opéra de la ville l'apostrophe Idoménée de Mozart et avait trouvé la représentation très ennuyeuse. Dit à son retour à un de ses camarades de classe, qui a consigné mot à mot sa sortie. « Les chanteurs me font pitié à se tenir ainsi tout seuls, avec leurs airs devant la boîte du souffleur. Autour d'eux rien que des misérables décors et quelque chose comme un siège antique sur lequel ils n'ont même pas le droit de s'asseoir. » 1827, c'est justement l'année de l'arrivée d'Édouard chez Cicéry. À Paris, la situation a déjà commencé à bouger. Le mouvement romantique est en marche et il va prendre de plus en plus d'ampleur. Les habitudes héritées du classicisme ne sont plus seulement critiquées, elles sont sérieusement secouées. Cicéry et les jeunes peintres qui l'entourent sont actifs, ardents et pleins d'idées nouvelles. Ils ne demandent qu'à produire des décors de plus en plus beaux, et ils sont parmi les premiers à promouvoir le changement. Ils font ainsi écho aux initiatives de plusieurs compositeurs présents à Paris, dont certains sont français, et d'autres sont originaires de divers pays d'Europe, mais ont été attirés par l'excellence de l'Opéra de Paris. Parmi ces compositeurs, figure en première place Giacomo Rossini. Ce n'est certes pas un romantique, mais pour ce qui est de l'imagination, de l'esprit d'invention, de la vitalité, il n'a pas son pareil. Après 10 années de succès dans son pays, il n'a pas supporté l'échec de son opéra Sémiramis, boudé par le public vénitien en 1823. Il a donc déménagé pour s'installer à Paris. Il y arrive en 1825, peu de temps avant le sacre de Charles X. Le nouveau roi a décidé de ressusciter les fastes des sacres royaux de l'Ancien Régime qui se célébraient dans la cathédrale de Reims. Rossini compose pour cette occasion son étonnant voyage à Reims, qui est joué au théâtre italien et met en scène des étrangers de marque venant de toute l'Europe pour assister à la cérémonie, qui se trouve bloquée dans une auberge près de Plombières à la suite d'un accident de diligence. Les voyageurs n'iront donc pas à Reims,
mais ils tisseront entre eux, au cours de ce séjour forcé à l'auberge de Madame Cortez, l'hôtel du Lys d'Or, des liens de toute nature, et l'opéra se terminera par un chœur final à la gloire du nouveau souverain, pétillant comme du champagne, qui déclenchera dans le public un enthousiasme délirant. Comme, au même moment, Cicéry a été chargé d'assurer la décoration de toute la cérémonie de Reims, on comprend pourquoi, un peu plus tard, le duo Rossini-Cicéry bénéficiera du soutien du roi quand il cherchera à faire triompher ses idées de changement au sein de l'Académie royale de musique. Un autre grand musicien nous est venu, celui-là d'Allemagne. C'est Jacob Liebmann Meyerbeer, dit Giacomo Meyerbeer. Il est arrivé en France en 1826, après avoir composé plusieurs opéras qui ont été joués en Allemagne et en Italie, et constaté qu'il ne pouvait trouver dans ces pays les directeurs et les décorateurs capables de concrétiser les projets grandioses qu'il avait en tête. Installé à Paris, il va y devenir le grand maître du mélodrame historique mis en musique, typique de l'opéra romantique. Il y a aussi à Paris, dans ces années-là, des compositeurs français qui sont déjà des auteurs d'opéra à succès et sont de la même veine que Meyerbeer et dont le chef de file est Daniel, François, Esprit Aubert. Le jeune Jacques, Fomental Halévy les rejoindra bientôt. Tous ces compositeurs sont demandeurs de changement, en particulier en matière de décoration, car ils sont partisans d'un spectacle complet alliant à parts égales la musique, le théâtre et la peinture. Au XVIIIe siècle, une époque qui dans les années 1820 et suivantes paraissait encore très proche, mais qui était restée marquée par le classicisme du X-Willem, les sujets d'opéra et de pièces de théâtre restaient surtout tirés de la mythologie et de l'histoire de l'Antiquité grecque ou latine. Le système du remploi passait facilement et était même tout indiqué. Quelques colonnes sous un ciel bleu faisaient l'affaire. Au XIXe siècle romantique, les livrets s'inspirent le plus souvent d'événements historiques du Moyen-Âge ou des temps modernes et sont beaucoup plus variés. Ils appellent des décors évoquant des sites précis à des dates déterminées. La couleur locale devient essentielle. À l'opéra, tout de suite après l'ouverture, le rideau doit se lever sur un véritable tableau grandeur nature, suggérant, dès le premier coup d'œil, l'ambiance particulière dans laquelle le drame va se dérouler. Lamartine, un des poètes les plus romantiques parmi les romantiques, a écrit « Objets inanimés, auriez-vous donc une âme ?» Oui, dans le mouvement qui se propage dans le monde de l'opéra au moment où Édouard entre dans la carrière, les compositeurs demandent aux décorateurs que leur tableau ait une âme. C'est une exigence faite pour enthousiasmer le jeune homme qui justement ne peut dessiner un paysage sans l'associer à un sentiment et à une émotion qui l'envahissent, qui guide sa main lorsqu'il trace son trait sur le papier et qui transparaissent une fois le dessin terminé. Au moment où Édouard arrive à l'opéra, en 1827, une étape importante est franchie dans le sens de ce mouvement. Un comité de mise en scène est institué, auquel participe le peintre Gérard et Rossini lui-même. De plus, un poste de régisseur de la scène est créé et on le confie à Salomé, le metteur en scène de la Comédie Française. Ils ont tous pour mission de veiller à l'harmonie de l'ensemble. Musique, jeu des interprètes et bien sûr décors et accessoires. La mise en scène est née. Les gens du métier l'appelaient alors la mise tout court. Pendant les quelques années qu'Edward passe au sein de l'équipe Cicéry, l'atelier fournit à l'opéra des décors pour une vingtaine d'œuvres différentes, opéra ou ballet, ce qui représente au total près d'une centaine de décors. Mais ce n'est pas tout, car s'il a l'exclusivité de la décoration des œuvres représentées à l'opéra, Cicéry a aussi obtenu par contrat le droit de fournir également des décors aux autres théâtres parisiens, à la seule condition qu'il informe la direction de l'Académie royale des commandes qu'il reçoit de l'extérieur et qu'il aménage son emploi du temps de façon à ne pas sacrifier l'opéra. Il ne se prive pas de faire usage de ce privilège, et pendant la présence d'Édouard à ses côtés, le nombre de décors que l'atelier fournit à des théâtres autres que l'opéra est à peu près le même que celui des décors destinés à l'opéra lui-même. Tous les décors faisant partie de cette énorme masse, et dont on a pu conserver certaines esquisses ou maquettes sont conformes à l'idéal romantique. Chacun d'eux constituait un magnifique tableau, décomposé en plusieurs plans, qui avait nécessité en amont tout un travail de recherche et de conception et en aval un travail de fabrication et de mise en place qui exigeait un grand savoir-faire. L'atelier de Cicéry en était arrivé à produire 1 ou 2 décors par semaine à lui seul. Le maître n'aurait jamais pu accomplir une telle tâche,
Et on comprend qu'il ait éprouvé le besoin de s'entourer d'une équipe aussi brillante que celle que constituaient Edward et ses camarades. Et on comprend aussi qu'à la fin de ces 5 années passées dans son atelier, ceux-ci soient devenus des décorateurs chevronnés, rompus à l'exercice de leur art. Dans cette quantité de chefs-d'œuvre ainsi produits par l'usine Cicéri, il en est qui resteront particulièrement mémorables. On y remarque les décors fournis pour les opéras composés par Rossini pour la scène de la rue Le Pelletier, et en particulier Guillaume Tell, ce drame qui se déroulait dans d'admirables paysages alpestres. On y trouve aussi les décors de la Muette de Portici d'Aubert, dont le sujet était le soulèvement de Naples contre le pouvoir espagnol en 1647, décors qui évoquaient les paysages de la baie de Naples. On citera aussi les décors fournis à la Comédie Française pour la première d'Hernani, la pièce de Victor Hugo qui tourne tellement le dos aux règles du théâtre classique, notamment à la fameuse règle de l'unité d'action, de temps et de lieu, qu'elle déclenche dès sa première représentation, la plus grande bataille entre anciens et modernes de l'histoire de la littérature française, la célèbre bataille d'Hernani. Tous ces décors sont signés Cicéri, encore Cicéri, toujours Cicéri. Les affiches et les programmes ne mentionnent que ce nom. Mais ils sont le résultat du travail en commun d'une équipe, si bien que lorsque l'on examine aujourd'hui les esquisses et les maquettes qui ont pu en être conservées, on est frappé par l'air de famille que certaines d'entre elles ont avec les dessins et maquettes postérieurs au règne de Cicéri portant la signature de ses anciens élèves. Appropriation par le maître des œuvres de ses assistants, ou influence du professeur sur ses élèves? Il est difficile de trancher, mais en tout cas, la parenté est évidente. Au début de ces années Cicéri, Edward ne se pose pas trop de questions sur son avenir. Il est tout à la joie de dessiner, de peindre et de créer. Il découvre l'ambiance fascinante des salles de spectacle les soirs de première, avec la grande inconnue de l'accueil du public et les jours suivants, les commentaires des journaux et des revues, dont les milieux parisiens deviennent de plus en plus friands. Il fréquente des artistes de toutes sortes, qui sont peintres, compositeurs, instrumentistes, chanteurs, comédiens, écrivains, journalistes. C'est à la longue qu'il commence à ressentir une certaine frustration à force de devoir rester plus ou moins caché derrière un maître qui devient parfois despotique et accapareur, et qui, au surplus, n'a jamais été bon gestionnaire, au point que parfois la trésorerie de l'atelier tombe à sec. Cette frustration ne durera qu'un temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.